Eh bien bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro des mercredis de l'espoir. Donc nous poursuivons aujourd'hui notre série Quelle sixième République, neuvième épisode, donc consacré à l'explication de l'architecture, donc la suite de l'émission de la semaine dernière, puisque cette émission est un peu longue, donc c'était pour expliquer un petit peu tout ce qui était derrière cette conception de la sixième République, quels sont les principes, les idées directrices, les principes directeurs qui sont derrière. Et donc, c'est ce que nous avons commencé de voir la semaine dernière. Donc, ce soir, avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter de nouveau mes vœux pour 2021, pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité de voir l'émission de la semaine dernière. Donc il y a une vidéo qui est disponible tant sur la page que sur le site évidemment, sur la chaîne YouTube, etc. Donc où je présente mes vœux et un petit peu comment je vois 2021 et ce qu'il faut faire pour 2021, sachant que nous avons 6 mois jusqu'au mois de juin pour rendre possible une alternative, et une alternative qui ressemble un peu quand même à une dernière chance. Je ne voudrais pas prononcer ces mots, parce qu'ils sont un peu forts, mais qui font que si nous ne redressons pas la barre et commençons pas à prendre la trajectoire pour redresser la barre, eh bien, après juin 2021, ça va devenir beaucoup plus difficile, et nous n'éviterons pas, à un degré ou d'une manière ou d'une autre, un approfondissement important de la barbarie. Nous sommes déjà dans la barbarie, mais elle s'approfondit de plus en plus, mais si soit on arrive justement à avoir les forces suffisantes pour ouvrir une autre direction à partir du mois de juin prochain, ou on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, eh bien, nous risquons quand même d'en subir les conséquences. Alors, excusez-moi, alors je vois que je ne sais pas si je suis bien diffusé, tout compte fait. En fait, j'ai mon écran de contrôle, mais je contrôlais sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, du 6 janvier, voilà, oui, nous sommes en direct là. Voilà. Excusez-moi, c'était une petite vérification technique. Voilà. Donc, poursuivons. Donc, je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Après, évidemment, il y a toujours le manifeste fondateur, Émergence. Donc, première mouture, là, je dirais, première tête de pont, le Émergence, le corps, qui est suivi également du Émergence idéologique, suivant les 4 dimensions que nous avons définies, donc idéologique, politique, sentimentale et spirituelle. Je suis actuellement en train de travailler d'ailleurs sur ce volet spirituel, qui est tout à fait important, puisque vous savez que ce que vise une perspective de la sixième République, je dirais que le volet politique est très important, évidemment, mais les autres volets ne le sont pas moins, et puisque c'est un rebond civilisationnel, nous faisons face à une crise de civilisation, et c'est vraiment à ce niveau-là, dans toutes ces dimensions, qu'il faut les adresser. Et la dimension spirituelle est vraiment tout à fait importante. Il y a déjà, pour vous donner une idée, il y a eu une émission début août, je crois du 5 août, des Mercredis de l'Espoir, qui est une émission assez longue, parce que c'est un sujet quand même très complexe. Donc que je vous invite à visionner en attendant, puisque ce que va viser ce manifeste spirituel, c'est rien de moins que de relancer, parce que de relancer une civilisation sur des bases spirituelles qui correspondent à tout ce corpus, je dirais, qui soit en adéquation, et sachant qu'aucune civilisation ne s'est construite sans avoir une spiritualité
et à laquelle elle s'adosse. Et ça veut dire également un manque dans la société matérialiste, hyper matérialiste d'aujourd'hui. On constate bien un manque chez de nombreuses personnes de cette dimension spirituelle, de ce qui fait l'homme aussi. L'homme n'est pas qu'une marchandise, l'homme n'est pas qu'une bouche à nourrir, et nous avons un esprit, nous avons un corps, certes, et une âme, et donc cette âme, elle a besoin de vivre et de savoir dans quoi elle se déploie. D'ailleurs, c'est un petit peu, si on reprend la pyramide de Maslow, le dernier échelon qu'il a ajouté a posteriori de la première version de sa pyramide, Maslow, en disant que l'homme a besoin de participer notamment à un projet qu'il dépasse, à quelque chose qui dépasse sa simple vie, sa simple existence, et donc quelque chose de transcendant à sa vie, justement. Donc ce qui explique justement ce besoin de spiritualité auquel nous devons de répondre. Donc vous pouvez commander ces deux premières versions de manifeste. Évidemment, vous pouvez les consulter sur le site internet. Avec la version papier, vous avez une possibilité d'accéder au logiciel Crypt qui vous donne un coffre-fort sécurisé, un moyen d'échange sécurisé, totalement sécurisé, avec un P6R, au moins dans un premier temps. Autre action que vous pouvez faire, c'est diffuser autour de vous les mini-cartes Une perspective de la 6ème République. Donc les mini-cartes, c'est au format carte de visite, c'est une carte comme ça, voilà, que vous voyez là. Vous pouvez commander exactement de la même façon. Donc je vous renvoie à l'adresse internet qui s'affiche en haut là pour pouvoir les commander. Passer à l'action, si on ne passe pas à l'action, il ne se passera rien et nous irons vers la barbarie. C'est le choix que nous avons devant nous. C'est très exactement le choix que nous avons devant nous de savoir est-ce que notre volonté de vie, parce qu'au fond c'est ça, notre volonté de vie est-elle suffisante pour que nous prenions conscience qu'il faut que nous fassions une transition du matérialisme, parce que le matérialisme il existe et il demeurera, mais d'un matérialisme quantitatif, à un matérialisme qualitatif. Ça c'est tout à fait essentiel. Ou est-ce qu'on veut faire comme les gens de l'île de Pâques et se retrouver dans une situation où ils ont épuisé toutes les ressources de leur île, et donc ils survivaient après, si vous voulez. Une fois que vous avez épuisé toutes les ressources, vous avez détruit de façon irréversible un certain nombre d'éléments, et de ressources. Et, appelons ça des ressources, voilà, même si le mot est parfois un peu galvaudé, notamment quand on parle de ressources humaines ou de ressources animales. Je dirais, voilà l'alternative qui est devant nous. Donc, est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ce monde, un monde à la Mad Max, ou un monde où on essaie justement de se servir de son cerveau, quoi, quelque part? Parce que l'homme, s'il le veut, il est maître de son destin, mais il faut qu'il le veuille. Il y a une volonté qui doit s'exprimer. Et la volonté, ça veut dire un plan, une action. Et voilà ce que propose un P6R. En toute modestie, mais aussi en toute ambition. Alors voilà un exemple de tarif pour 100 cartes. C'est peu cher quand même. Donc on peut quand même faire des choses. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, donc je reviens, explication de l'architecture de la 6ème République. Donc l'agenda, c'est le même que la semaine dernière, sauf que nous avons, la semaine dernière, lors de l'épisode 8, nous avons observé simplement les deux premiers éléments, c'est-à-dire quel est le contexte dans lequel nous évoluons, et, qui est la partie la plus importante, les lignes directrices principales, justement, qui expliquent, qui sous-tendent pourquoi l'architecture est construite de cette façon et pas autrement. Et donc, aujourd'hui, nous allons un petit peu repasser rapidement en revue le contexte et revoir aussi les lignes directrices, et puis surtout voir les principes et leurs déclinaisons concrètes dans l'architecture. Donc, pour ce qui concerne le contexte, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, évidemment, mais les principaux éléments, c'est les travers de la 5ème République. Au-delà de ça, plus profondément encore, les problèmes de fond qui sont issus de la construction de 1789,
hein, notamment la notion de droit, qui était très importante, et de loi qui était très importante par rapport à la monarchie, c'est-à-dire par rapport au fait du prince, le fait que la loi soit au-dessus et qu'il n'y ait pas un prince qui impose, un tyran qui impose son bon désir, la notion de loi était importante. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est insuffisante, et c'est ça le problème, justement, de fond, issu de 1789. Sinon, on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec tous les travers d'aujourd'hui et d'hier. Qui nous amène à une crise de civilisation, puisque avec tous les développements qu'on a, et notamment les derniers développements du néolibéralisme et son libéralisme libertaire, nous amène à une destruction, justement, une utilisation de toutes les ressources, hein, comme on parlait tout à l'heure, bien de toutes les ressources humaines et de toutes les ressources même morales par les transgressions, ce qui fait que ça, au bout d'un certain temps, ça finit par détruire le tissu de la société, le tissu de la civilisation. C'est ce qui se passe précisément aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut avoir toute cette démarche d'un certain niveau. C'est pas avec un simple programme présenté à l'élection présidentielle que vous résoudrez tous ces problèmes. Hein. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Parce que justement, un simple replâtrage ne suffira pas. C'est juste se tromper d'échelle. Hein. Donc, vous pourrez gagner peut-être un peu de temps, et encore, je ne suis pas sûr, sur le réchauffement climatique, par exemple, vous ne gagnez pas de temps. Hein. J'en parlerai certainement lors de la prochaine chronique des barbaries. Donc, changer le système, c'est absolument indispensable, et le meilleur moyen pour le faire, c'est la Constitution. Le système, il est décrit dans la Constitution. Et donc, la Constitution, c'est à la fois le moyen de changer le système, parce que c'est le bon niveau auquel il faut s'adresser, mais c'est également le bon moyen parce que c'est le niveau qui permet d'adresser très largement le peuple français et de le rassembler, comme en 1946, comme en 1958, comme en 2005, etc., même en 2013, en Alsace, par exemple, où il a été rassemblé dans un référendum qui a refusé justement alors c'est pas tout à fait constitutionnel, mais c'était assez proche, puisque c'était des fusions de départements pour faire une région, etc., pour préparer leur fusion de communautés européennes, je ne sais quoi, de régions européennes, franco-allemandes. Hein. On peut imaginer quand même les gens qui sont morts en Alsace et qui se sont battus tant dans la Première que dans la Seconde Guerre mondiale, ils peuvent avoir le droit de se retourner dans leur tombe et de croire qu'ils sont morts pour rien. Bref. Revenons au sujet de ce soir. Donc les lignes directrices, explication de l'architecture. Donc première ligne directrice, le réalisme. Ça c'est vraiment important, parce que le réalisme, c'est pas se raconter d'histoire. C'est pour ça qu'il y a une architecture qui est là, et qui est proposé de façon réaliste, parce qu'on n'a plus tellement de temps de se planter non plus. Hein. Vous comprenez bien qu'on est dans une crise de civilisation et qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein. Il faut essayer de viser quelque chose qui fonctionne. Donc il faut s'appuyer sur le passé et être réaliste. Ce qui risque de ne pas être le cas lorsque vous avez une assemblée constituante qui a forcément, bien souvent, un tropisme très fort, et c'était ce qui s'était passé en 1945, par exemple. La première assemblée constituante avait un fort tropisme de gauche, ce qui fait qu'elle a été rejetée parce qu'il y avait un mouvement fort en face, le MRP avec De Gaulle, pour empêcher en fait la constitution, la première constitution de 1945. Celle de 1946, donc d'où celle de 1946, qui a été adoptée par référendum, mais qui a accouché quand même de la 4ème République, c'est-à-dire un régime complètement instable, parlementaire au possible, et avec un changement, c'était je crois tous les 9 jours, tous les 9 jours il y avait une crise ministérielle, vous voyez, en moyenne. Au moins un ministère qui était en crise tous les 9 jours. Voilà, c'était ça la 4ème République. Voilà ce à quoi aboutit l'irréalisme et le manque de vision sur la Constitution. Donc ça c'est assez important. Le réalisme, c'est fondamental. C'est ce qui guide le premier guide, c'est justement quelque chose, faire une constitution qui fonctionne dans la vraie vie, pas se faire plaisir. Hein, ça c'est vraiment très important. Donc s'appuyer sur le passé. C'est pour ça que ça s'appelle 6ème République, on me pose souvent la question, pourquoi pas première démocratie? C'est pour ça que ça s'appelle 6ème République et pas première démocratie. Parce que première démocratie, ça voudrait dire
on écrase tout et puis on refait tout, on est plus intelligent que tous ceux du passé. Hein. Ça, c'est vraiment typiquement une approche, justement, marchand, etc. C'est-à-dire, jetez tout ce que vous avez du passé, nous, on va vous faire un truc nouveau, même si c'est pourri, hein, mais c'est pas grave. C'est du moment que c'est nouveau, ça leur permet de vendre quelque chose d'autre. Et bien, vouloir faire table rase de toute l'expérience du passé, c'est la même chose. Et puis c'est la meilleure façon de faire des âneries. Donc, 6e République, justement, parce qu'on s'inscrit dans un passé, dans une expérience, c'est de se dire, les républiques antérieures avaient des vices, eh bien on essaye de les corriger, on essaye de s'améliorer. Les civilisations qui durent, ce sont des civilisations qui ont des nombres très, très, très grands. Hein. Je crois que c'est 30 ou 31, 32 dynasties en Égypte ancienne, par exemple. Hein. Donc vous pouvez reprendre différentes dynasties. Vous prenez les dynasties chinoises, c'est pareil. On n'est pas à 6, hein, on est à une quinzaine, etc., etc. Voilà. Moi, j'ai choisi mon camp, c'est celui du réalisme. Parce que c'est le seul qui est viable. Alors, après cela, voilà, donc, haute ligne directrice, corriger le cœur du logiciel, parce que dans les fondements philosophiques de 1789, il y a des problèmes, des vices, comme on l'a vu, donc changer les fondements philosophiques, mais toujours en s'inscrivant dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire, on est comme un logiciel, on est dans une version majeure du logiciel, et cette version majeure, mais ça ne veut pas dire que c'est un nouveau logiciel. C'est un logiciel qui est revu de façon importante, on va changer des choses au cœur, mais il y a des choses qui resteront de façon évidente. Donc c'est comme une version majeure de logiciel. Et moi je préfère une version majeure, je préfère la version 23 d'un logiciel que la version 1 d'un logiciel. Vous comprenez immédiatement pourquoi, parce que la version 1, croyez-moi, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de bugs dedans. Que la version 23, bah, même si on a changé pas mal de choses, on s'appuie quand même sur des éléments et sur des choses beaucoup plus stables et beaucoup plus réfléchies. Améliorer le fonctionnement de la démocratie, c'est quand même très important, fondamental, avec une place plus importante évidemment donnée au peuple, donc plus démocratique, c'est ce que ça veut dire, hein, puisque démocratie c'est le pouvoir du peuple, donc plus de place pour le peuple, évidemment. Tenir compte des forces également, hein, des classes, diraient les marxistes, mais pas que des classes, hein, il y a aussi d'autres forces qui s'exercent. Hein. Greenpeace, par exemple, c'est une force qui n'est pas forcément une force qui est un peu transclasse, par exemple. Et autre chose, gouverner la production, puisque on voit bien que de dire que la production est complètement déléguée au marché, à l'économie de marché, bah, ça nous amène dans le mur, puisque en fait on essaye toujours de produire plus et de produire des nouvelles choses, donc on va consommer plein de ressources, d'accumuler toujours plus de capital, parce que sinon, si vous accumulez pas du capital, bah, les autres vont en accumuler et vous allez être disqualifié en tant que capitaliste. Donc il faut forcément introduire une certaine gouvernance de la production, peut-être pas généralisée comme à l'époque de l'Union soviétique, mais il faut d'une manière ou d'une autre introduire une certaine gouvernance, reprendre le contrôle de ce que l'humanité produit. Alors, venons-en donc maintenant aux principes, ces principes, donc maintenant leur déclinaison. Comment justement est-ce qu'ils ont été déclinés dans la constitution de la 6e République, qui est à rédiger. Hein. Mais là, on pose l'architecture, on pose les principes justement pour que les gens qui vont la rédiger aient bien en tête la façon dont elle est constituée, dont elle est architecturée, pour justement que les différentes parties, préambules, articles, annexes, soient justement bien en cohérence et en alignement avec ces principes qui sont posés là. Donc les besoins du corps et de l'âme, donc qu'est-ce qu'on fait dans les besoins du corps et de l'âme? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une expression de besoin. Ce qu'on fait en ingénierie de façon générale, le peuple au fond, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas se préoccuper des détails de la réalisation. Ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir le pouvoir, c'est de dire, moi j'exprime des besoins, j'exprime un cahier des charges citoyen, et voilà, la République, elle doit se conformer à ces objectifs-là, à ce cahier des charges. C'est, je pense que j'ai déjà pris l'exemple, mais c'est l'exemple d'un maire qui veut construire un pont sur sa ville. Il ne sait pas construire un pont.
Enfin, une municipalité veut construire un pont dans sa ville. Il ne sait pas construire un pont, c'est des sociétés d'ingénierie qui savent construire un pont. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une expression de besoin. Il va faire un cahier des charges pour avoir justement que ce qui soit réalisé soit conforme à ce qu'il a besoin. Il a besoin qu'on puisse faire circuler des camions, des piétons, etc. Peut-être faire passer des lignes électriques, peut-être aussi une adduction d'eau, etc. Voilà, tout ça, ça fait partie du cahier des charges du pont. Après, charge à ceux qui vont jouer la politique, aux partis politiques, aux gens qui vont être élus, bah de respecter ce cahier des charges. Mais nous, je veux dire, en tant que peuple, il faut qu'on se situe à ce niveau-là. Nous, on se moque de la façon dont ça va être fait. Enfin, on se moque. C'est un peu exagéré ce que je dis. Mais ce qu'il faut, c'est fixer ses objectifs. On ne se moque pas non plus, parce que ça peut faire partie aussi du cahier des charges, justement, et ça en fait partie d'ailleurs, de ce à quoi, ce ce qu'on attend de ce pont, de cette Constitution. Et donc, il y a excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc les besoins du corps et de l'âme, donc qui sont énoncés là. Donc les besoins du corps, bon bah il y en a 9, hein, c'est la liste qui est proposée là. L'environnement, qu'on puisse évoluer dans un environnement humainement vivable. Hein, donc ça concerne plein de choses, qu'on puisse respirer, qu'on puisse, etc. etc. Hein. Deuxièmement, la nourriture, donc que toute personne puisse avoir accès à la nourriture. Le repos, que tout le monde puisse se reposer. C'est des besoins du corps fondamentaux, hein, c'est vraiment les besoins du corps les plus fondamentaux. On ne peut pas vivre sans se nourrir, pas longtemps. Le repos, c'est la même chose, c'est important. On ne peut pas vivre longtemps, je crois c'est quelques jours sans dormir. L'habillement, évidemment, puisque nous sommes des animaux qui n'avons pas de poils. Le logement. La santé. L'intégrité. Donc l'intégrité, qu'on garantisse l'intégrité des personnes. C'est quelque chose qui est peut-être pas évident du tout il y a une certaine époque, mais qui est devenu de plus en plus évidente, notamment avec le transhumanisme et toutes ces dérives. L'intégrité des personnes, c'est important. Et on pouvait aussi avoir des châtiments, ça pourrait être aussi des châtiments corporels, par exemple, où on coupait des mains, par exemple. Hein, dans l'islam, par exemple, dans la loi du talion, je ne sais plus, un des châtiments, c'est de couper les mains. Bon, l'intégrité garantit que tout citoyen, même s'il n'est pas, les besoins du corps sont vraiment les plus importants, hein, plus importants encore que les besoins de l'âme, évidemment, puisqu'ils rendent possible les besoins de l'âme. Donc l'intégrité, c'est vraiment très, très important de garantir l'intégrité des personnes. La sexualité, qui fait partie évidemment des besoins du corps, et l'action, qui est le dernier besoin, qui est un besoin très important, puisqu'il répond aux besoins de l'âme de travail. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'agir, et il n'est pas simplement, et surtout avec cette histoire actuellement de revenus universels qu'ils veulent mettre en place, eh bien, l'homme a besoin d'agir, il ne peut pas rester dans son canapé à regarder la télé, à être un pur consommateur à qui on donne un petit sucre, un petit revenu universel pour qu'il se taise et qu'il soit juste un pur consommateur toute sa vie. Un inutile, comme disent certains philosophes et certains économistes. Donc l'action, c'est fondamental, ça fait partie des besoins de notre corps. Si on reste inactif, eh bien, on tombe malade, hein, d'ailleurs. Hein, c'est même physiologique. Enfin, c'est un besoin du corps. Hein, c'est physiologiquement, les escarres, par exemple, des malades qui restent trop couchés, etc. Dans les besoins de l'âme, on a l'ordre, qui est le premier besoin. Alors, l'ordre, il faut l'entendre ici dans le sens de dans quel ordre les besoins s'ordonnent. Et s'il y a une contradiction dans les faits entre deux besoins du corps ou de l'âme, eh bien l'ordre qui est donné là a de l'importance, puisque ça sera celui qui sera d'ordre supérieur qui devra être priorisé
dans le cas de contradiction entre deux besoins dans un cas concret. Donc, deuxième besoin de l'âme, le travail, qui est un besoin fondamental et qui devra donc être garanti par la Constitution, ce qui est un grand changement par rapport à la Constitution actuelle. Mais après, ça ne dit pas comment on le fait, hein. Attention, hein. Ça, c'est très important. Cette remarque est particulièrement importante, hein. Ça veut dire que les gens devront rendre un service social, un travail social à la société. C'est ce que doit garantir la Constitution. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne préjuge pas de revenus, etc., évidemment. Mais, voilà. On ne laisse plus des gens complètement en déshérence, dans l'oisiveté et dans le désarroi. Troisième besoin, la liberté individuelle, c'est-à-dire la liberté de ne pas être un esclave. Hein, c'est ça que ça veut dire, très concrètement, cette liberté-là. Donc, on est l'homme, ça c'est dans la Déclaration des droits de l'homme aussi, hein, on avait déjà cette notion. Là, la liberté, c'est la liberté de la personne, hein, en tant que telle, de ne pas être un esclave. Hein. Typiquement, c'est ça que ça veut dire. L'obéissance. Bon, après, je ne vais pas détailler tous les éléments, parce que je pense qu'on y reviendra un jour pour détailler vraiment, mais même dans la Constitution, je pense que ça sera détaillé, justement, ce qui est entendu par chacun de ces éléments. Hein. Donc, l'obéissance, la responsabilité, l'égalité, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité, le risque, la propriété privée, la propriété collective, la vérité et le passé, et en particulier via l'éducation, qui est le moyen justement de transmission du passé. Donc voilà les besoins qui sont dérivés presque directement de la liste élaborée par Simone Weil, la philosophe, 1909-1943. Donc, une chose nouvelle très importante dans ces principes fondamentaux, qui forment le cahier des charges de la Constitution, c'est que ce préambule devient normatif. C'est-à-dire que toute politique devra respecter ses besoins, ce cahier des charges. À défaut, toute loi qui ne serait pas conforme à cela serait frappée de nullité, puisque non constitutionnelle. Donc ce préambule est normatif. C'est vraiment une différence très importante par rapport à la Constitution et aux constitutions actuelles, même si le statut est un peu ambigu des constitutions actuelles sur est-ce que le préambule est plus ou moins normatif, c'est pas clair. Là, l'idée est que ça soit très clairement normatif. Sur des principes, hein, évidemment. On ne dit pas comment les faire. Vraiment sur des principes, sur des buts, sur des exigences. Hein. Des exigences du peuple. Alors, besoin du corps et de l'âme, on va prendre un exemple, par exemple. On va prendre un exemple sur, justement, la différence avec la Déclaration des droits de l'homme. Dans la Déclaration des droits de l'homme, dans l'article 10, on dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu... » Alors, voilà, ça on pourrait dire, c'est pareil que ce qui a été dit sur la liberté d'expression dans les besoins du corps et de l'âme. On va voir que c'est pas du tout pareil. Donc, je répète l'article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, virgule, et maintenant c'est en rouge, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » D'accord? C'est-à-dire, on a posé un principe, mais on a donné aussi un moyen au législateur de pouvoir... il a toute la latitude derrière pour dire dans la loi, ça fait partie de la loi, ça n'en fait pas partie. Et nous vivons ça vraiment de façon très, très évidente aujourd'hui. Pareil sur l'article 9. La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Virgule, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Donc, et du coup, on va interdire à des gens de s'exprimer. Regardez, par exemple, aux États-Unis, on a Donald Trump, ils ont coupé Twitter, etc. C'est même plus la loi, c'est même des organismes privés. Hein, voilà. Mais là, ils ont le droit, puisque dans les cas déterminés par la loi, voilà.
Donc vous pouvez, en fait, on pose un principe, mais on donne le moyen, en fait, de le contourner et de le rendre caduque, en définitive, selon le bon vouloir. Voilà maintenant la rédaction, par exemple, qu'on pourrait proposer de quelque chose d'équivalent dans la 6e République. Article A10. Donc A pour âme, 10, c'est le 10e besoin de l'âme. La liberté d'opinion et d'expression est totale. Point. Sa seule limitation. Alors là, par contre, là on va voir qu'on est en même temps donc beaucoup plus large, beaucoup plus permissif, mais en même temps beaucoup plus fort. Sa seule limitation est le bannissement. Bannissement, c'est fort. Des idéologies remettant en cause les principes fondamentaux de la République figurant dans son préambule. Donc précisément, cette liste de besoins du corps et de l'âme. Toute idéologie qui, dans son corps idéologique, dans son corpus idéologique, mettrait en cause justement ces principes qui ont été énoncés là, va frapper de bannissement. Donc là, on est vraiment à un niveau à la fois beaucoup plus souple, mais beaucoup plus fort en même temps. Et qui plus est, la liste de ces idéologies est en annexe de la Constitution. Donc par exemple, type d'idéologie, le nazisme, qui très clairement ne respecte pas ces besoins du corps et de l'âme. Bon, on pourra les lister. Mais l'esclavagisme, par exemple, est aussi une idéologie qui ne respecte pas, puisqu'il ne respecte pas notamment le principe de liberté, ou le racisme, qui ne respecte pas le principe d'égalité, ou toutes les discriminations, fussent-elles positives d'ailleurs, fussent-elles positives, comme on dit aujourd'hui, discrimination positive, qui... non, le principe c'est l'égalité. Pas l'équité, l'égalité, c'est pas du tout la même chose. Et c'est très important que ça soit l'égalité, parce que c'est quelque chose que l'on peut mesurer, que l'équité, c'est pareil, on peut faire, c'est du tripatouillage. Dès qu'on parle d'équité, l'équité ne peut intervenir qu'à posteriori, pas a priori. A priori, on met le doigt dans un truc, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà les principes. Les principes, et on voit bien que la force, là, c'est plus du tout la même chose, vous voyez. Et là, tout est garanti dans la Constitution, puisque la liste des idéologies, elle est dans la Constitution. Elle est évidemment révisable par une réforme constitutionnelle, par un RIC, par exemple, s'il y a un RIC qui mettrait à jour la Constitution. Un RIC ou un autre référendum. Voilà, typiquement, la grosse différence que l'on a avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui la rend obsolète. Quand on dit ça, on voit bien que cette déclaration, qui avait son sens, comme je l'expliquais tout à l'heure, à l'époque, puisque avant c'était le fait du prince, donc le fait qu'ils mettent la loi, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord de façon républicaine entre les citoyens, entre au moins ceux qui ont le droit qui avaient le droit à l'époque, qui avaient le suffrage censitaire, etc. Mais au moins un groupe ou un sous-groupe du peuple. Là, l'idée c'est que ça soit tout le peuple, évidemment, puisque c'est par référendum qu'on adopte les constitutions. Donc la loi était importante, et c'est pour ça qu'ils ont mis le coup de stabilo sur la loi plutôt que le fait du prince. Mais maintenant on voit bien que cette bonne intention de départ, en fait, était aussi le moyen de contourner le principe initial. Alors, poursuivons. Donc, autre principe et constitution. Donc, dans l'architecture, il y a un socle. Le socle, ce sont les citoyens français. C'est la constitution de la France. Ce qui va s'appliquer à cette constitution ne s'applique pas à la constitution de la Tunisie, d'un État fédéral comme la Russie ou les États-Unis, ou d'autres personnes qui seraient sur le territoire français. Cette constitution s'applique aux citoyens français. C'est le socle. C'est le peuple français qui est décisionnaire et cette constitution, elle est pour lui. C'est le peuple qui est souverain.
Donc, un socle, 3 piliers. Donc, 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'action. Il est bien évident que on parle là de faire de la politique, de faire des choses. On élit des gens, on fait des choses en politique. Bah, pour faire des choses, c'est justement être dans l'action. Donc, le premier pilier, le plus important, puisque si on fait de la politique, c'est pour ça, c'est la capacité à agir. Il faut que cette constitution permette à ceux qui dirigent, que ce soit une municipalité, un département ou la nation, qu'ils soient en mesure d'agir. S'ils ne sont pas en mesure d'agir, bah c'est comme si on n'avait rien fait, enfin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on met en place des institutions qui sont là pour agir, mais qui ne peuvent pas agir. Donc il faut que la Constitution donne des moyens d'agir. Se retrouver, et typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, comme c'est un régime parlementaire, il faut que ce régime parlementaire garantisse qu'on va avoir un gouvernement qui va être issu de cette assemblée. Parce que sinon, si on n'a pas ça, eh ben, ça veut dire qu'on retombe dans la 4e République avec une instabilité et une gouvernance des partis, et plutôt des petits partis qui permettent de faire basculer les majorités. Enfin, on est dans un système infernal, quoi. Non, la capacité à agir est fondamentale et très importante, elle doit être posée comme principe premier. Deuxième principe très important, qui est quasiment inexistant, je dirais, ou existant de façon très viciée par la 5e République, c'est le contrôle. Et surtout le contrôle du peuple, puisque nous avons posé nos principes, nos besoins, notre cahier des charges. Il faut bien que quelque chose, qu'une entité, ou que des mécanismes permettent de vérifier, de contrôler que ce qui a été mis dans la Constitution est bien respecté, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc le contrôle est un pilier très important, et une des nouveautés, je dirais, l'action, bon, bah ça on l'a déjà dans la 5e République, le problème c'est que c'est un petit peu trop concentré, n'est-ce pas? Alors que le contrôle, bah, il est, je ne veux pas dire qu'il est inexistant, mais il est très 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 largement déficient, et encore plus le contrôle populaire, par le peuple, par les représentants du peuple, qui là est complètement inexistant, puisque la seule sanction qui est possible pour le peuple, c'est de ne pas réélire la personne qui était en charge précédemment. Dernier pilier, important également, peut-être moins évident, la notion de circuit court, puisque dans certaines situations, il est nécessaire d'avoir des circuits courts qui permettent de débloquer justement des situations rapidement, de débloquer des situations ou de faire évoluer des choses dans une direction qui sinon ne resterait dans une situation de blocage ou ne répondrait pas en temps et en heure suffisant par rapport à l'urgence de la situation. On reviendra sur des exemples, on va prendre des exemples de tout ça bien sûr. Tout cela forme la 6e République. Et pourquoi? Parce qu'on va se dire quoi? Et pourquoi 6e, hein? Toujours pareil. Là, on le voit bien. Parce que ces 3 piliers, d'où viennent-ils? Mais ils viennent simplement de l'expérience du passé. Sans l'expérience du passé, on a du mal à voir. On peut se dire, oui, il faut séparation des pouvoirs, mais voilà, la notion de circuit court, par exemple, si on ne voit pas qu'il y a une déficience, qu'il n'y a pas le RIC, typiquement, par exemple, dans la Constitution, on voit bien qu'on a un problème. On le vit bien aujourd'hui en France. Donc, ces 3 piliers viennent justement de l'expérience du passé, et c'est bien pour ça que ça s'appelle 6e République, et pas première démocratie ou je ne sais quoi. L'expérience du passé, c'est une approche, je dirais, pragmatique, réaliste. On est bien là sur le réalisme et sur ce que nous montre l'expérience, tant en France que dans les pays étrangers d'ailleurs. Voilà donc une première déclinaison. Une autre, donc on va rentrer un petit peu plus en détail. Par exemple sur le volet action. Donc sur le volet action, l'idée en fait, c'est de toujours avoir un découpage entre d'une part une assemblée de gens et une direction, un chef si vous voulez. Pas forcément un chef en l'occurrence, mais bon, une direction on va dire, qui peut être un ou plusieurs.
Donc une assemblée, une direction. Donc par exemple, à l'échelle de la nation, ça se décline en un régime parlementaire à majorité garantie, donc l'Assemblée. Mais il faut qu'elle soit à majorité garantie, parce que, comme je disais, si vous avez une instabilité avec des majorités qui changent sans arrêt, une instabilité, l'action n'arrive pas. Et donc vous ratez le but principal de la politique, c'est quand même d'agir. Donc vous passez juste à côté du but principal. Bon, c'est quand même plus qu'ennuyeux, c'est juste très déficient. Donc un régime parlementaire, mais à majorité garantie. Un gouvernement qui est donc dirigé par le Premier ministre, un peu à l'image de ce que l'on a en Grande-Bretagne. Pour les communes, on va retrouver un schéma similaire avec le conseil municipal et le maire. D'accord ? Pour le département, c'est assez similaire également, avec le conseil départemental. Et là, c'est nouveau, ce sont les députés départementaux primordiaux qui dirigent le département. Nous allons voir en détail ça un peu après. Alors, pour le contrôle, c'est un deuxième pilier. Donc, comment il se décline? Il se décline, premièrement, décidément, en deux principes. Séparation, donc séparation des pouvoirs. C'est important, justement, que dans le contrôle, il y a une séparation des pouvoirs entre ceux qui font, ceux qui agissent, l'action, et ceux qui contrôlent, ce qui n'est pas le cas dans la Ve République, où c'est délégué à des conseils non élus, on va le voir. Donc ça, séparation, ou plus aussi une intégration. Et on va voir justement que c'est un genre, ce qu'on appelle l'autocontrôle, donc quelque chose qui est intégré dans le fonctionnement du système en lui-même. Donc ça commence par donc, la Chambre constitutionnelle, donc complètement séparée, avec une administration séparée, qui est composée de 50% d'élus à la proportionnelle intégrale, donc ce qui permet de représenter toute la palette de diversité du peuple français, et à 50%, tirés au sort sur les listes électorales pour avoir des citoyens de base, évidemment formés avec une certaine, non pas présélection, mais formation et vérification de casiers judiciaires, etc., etc. De telle sorte que les gens qui sont dans la Chambre constitutionnelle soient des gens intègres et non corrompus. Ça, c'est très important. Et puis, une administration propre, avec la justice et la gendarmerie qui dépendent, qui sont des organes de contrôle, et qui sont, je dirais, les moyens d'agir de cette Chambre constitutionnelle. Parce que si on crée une Chambre constitutionnelle et qu'elle n'a aucun moyen d'agir dans son domaine de contrôle, et de répercuter ses décisions, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc le fait qu'elle ait une administration propre est tout à fait fondamental. Après ça, donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des gens qui... la fin, justement, des conseils non élus. Le conseil d'État, le conseil constitutionnel, la Cour des comptes, etc., etc. Le conseil supérieur de la magistrature. Tout ça, ce sont des organismes complètement non élus, en dehors complètement de la démocratie, et qui ont pourtant des impacts très importants dans la vie et dans les décisions qui s'appliquent en France. C'est juste un déni de démocratie total. Total. Là, on revient dans le fait alors, du prince, enfin des comités théodules, quoi. Donc la fin totale de ça. Après, pour l'intégration, c'est ce dont je parlais précédemment, l'autocontrôle. Donc l'autocontrôle, c'est notamment via le mécanisme de binôme de députés ou binôme de maires pour les communes qui dépassent un certain nombre d'habitants. Donc ça, c'est très important également. Donc ça, le binôme, c'est quelque chose qui marche bien, justement, pour... c'est toujours difficile plus délicat d'être corrompu si vous êtes à deux, etc. C'est quand même pas la même chose que si vous êtes tout seul. Si vous êtes tout seul, c'est facile. Hein. C'est facile de se mettre d'accord avec soi-même, quoi. Quand on est deux, c'est déjà moins simple. Hein. Donc l'autocontrôle,
Le fait d'avoir des binômes, ça permet aussi, de prendre de meilleures décisions, parce qu'on échange avec l'autre personne qui est de même niveau, et donc ça permet de travailler au consensus aussi entre ces deux personnes, et donc de ne pas prendre des décisions qui pourraient être irraisonnées. Et puis, dernier moyen d'autocontrôle, c'est la limitation des tailles de communes, et notamment l'introduction de communes, d'arrondissements dans beaucoup de communes, à partir d'un certain seuil, pour justement garder des arrondissements avec des maires à échelle humaine. Donc on va augmenter le nombre de maires et d'arrondissements. Les communes de ce niveau devenant des projets de plus grand niveau. Dernier pilier, les circuits courts. Donc on va l'illustrer. Le premier circuit court, c'est le président de la République. Et c'est pour ça, c'est la justification du maintien d'un président de la République dans la 6e République. C'est justement pour certains cas de circuits courts qui nécessitent des décisions rapides ou qui surpassent d'autres voies. Hein. Dans certaines circonstances, on va les énumérer maintenant. Le premier, c'est le déblocage en cas d'absence de majorité, justement, à l'Assemblée nationale. Si, malgré un scrutin qui est prévu pour dégager une majorité, dans certains cas, il y aura quand même des cas où il y aura une absence de majorité, eh bien, le président de la République aura des capacités de dissolution ou de forçage qui lui permettront d'agir et de dire la situation est bloquée, moi je la débloque en réorganisant une élection, en dissolvant l'Assemblée par exemple, ou par un mécanisme de forçage. L'autre cas, ce sont les situations d'urgence. Le président de la République peut voir, là on est dans l'urgence sanitaire, eh bien il doit être aussi en mesure d'agir en situation d'urgence. On l'a détaillé notamment dans l'émission des Mercredis de l'Espoir qui traitait qu'est-ce qu'aurait changé la 6e République dans la gestion de la crise du Covid-19. C'est une émission qui a eu lieu au mois de novembre. Je vous invite à la regarder parce que ça explique justement comment ça s'interagit le président de la République et le gouvernement justement dans ces situations d'urgence. Il y a aussi le fait qu'il est le chef des armées. Parce qu'une armée, il faut un chef, et elle est déconnectée de l'exécutif normal, puisque la situation de guerre n'est pas une situation usuelle, et donc ce n'est pas que le gouvernement qui peut prendre cette décision. On a aussi, je dirais, un verrou de sécurité. C'est un genre, on introduit un peu comme une cohabitation permanente, si vous voulez, avec le maintien de ce président de la République, qui est un peu un garde-fou aussi, à des décisions qui pourraient être inconsidérées parfois de l'Assemblée nationale. Dans ces domaines-là, dans le domaine de la guerre, c'est un domaine quand même sérieux. Il préside le Conseil des ministres, et il donne des avis. Le 3/4 du temps, il ne fait que donner des avis. Autre circuit court, les référendums. Les référendums, le RIC et le RII en toute matière, donc référendum d'initiative citoyenne, donc sur pétition d'un certain nombre de personnes sur un périmètre donné, du corps électoral, donc je pense à 2%. Et le RII, c'est le référendum d'initiative individuelle. Si quelqu'un a une idée intéressante, il le soumet à la Chambre constitutionnelle, qui examine si l'idée est intéressante, et si elle n'a pas été déjà posée, etc. Là, pour le coup, il y a un certain nombre de critères de recevabilité de la demande, et si la question est intéressante, elle est soumise à référendum. Que pour le RIC, le seul critère, c'est 2%. Voilà. Et puis, les référendums ne dépendent pas du gouvernement, mais ils dépendent de la Chambre constitutionnelle. Comme tous les processus électoraux d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est important que la Chambre constitutionnelle qui représente le peuple, c'est la représentation du peuple au quotidien, dans le contrôle, c'est justement le processus électoral est géré par la Chambre constitutionnelle, donc une chambre complètement séparée du gouvernement et de l'Assemblée nationale, des parties législatives et
et gouvernementales qui sont exécutives, qui sont des éléments dirigés par l'Assemblée nationale. Alors, autre principe et déclinaison, l'articulation territoriale. Donc, autour du triptyque, pour donner de la visibilité, une simplification et être plus démocratique quand même, parce que là, on a un millefeuille des collectivités qui est absolument hallucinant, quoi. Personne n'y comprend plus rien. Triptyque, commune, département, nation, quelque chose qui parle à notre nation française. On voit bien que c'est une république taillée pour la France. C'est quelque chose qui ne marcherait pas en Allemagne, par exemple, qui a une histoire différente, et voilà. Donc là, c'est vraiment pour nous, le triptyque commune, département, nation, c'est vraiment ce qui parle à chaque Français. Le conseil municipal, notamment, a une influence dans le conseil départemental. C'est-à-dire que les gens qui sont au conseil municipal, c'est parmi cette population-là que les gens du conseil départemental sont choisis, sont déterminés. Et de la même façon, les gens qui sont dans le conseil départemental, ce sont aussi ceux qui représentent au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on a toujours une articulation commune, département, nation, avec des gens qui siègent dans les deux choses. Donc notamment avec la notion de binôme pour le niveau départemental, pour les niveaux communaux, les grandes communes, pour justement articuler et avoir un pied dans chaque organisation, de telle sorte à pu avoir comme les cantons ou les circonscriptions aujourd'hui, ou les départements ou les régions, où est-ce que les gens, ils sont pas dans... Il n'y en a aucun qui est dans le même endroit, vous voyez. Et c'est des gens qui sont élus de façon indirecte, etc. Alors que là, on a une traçabilité complète et avec un suffrage direct à chaque fois. Donc, on a vraiment une articulation territoriale, toujours suivant le même modèle. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, je pense que c'est un élément important, justement, de réintroduction de la démocratie et de contrôle citoyen aussi sur les élus locaux, et y compris jusqu'à la représentation nationale. L'Assemblée nationale, de la même façon, le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale. C'est exactement le même schéma. En plus de ça, pour tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre territorial, ou qui, commune, département, nation, il y a la notion de projet et de mission, qui sont des structures souples et ad hoc pour tous les autres besoins. Donc en fait, ad hoc, ça veut dire que, on les construit en fonction des besoins. Par exemple, on a dit qu'on a créé les arrondissements. Si vous avez une ville avec plusieurs arrondissements, avec des maires d'arrondissement, au niveau de la ville, vous avez une mission qui est celle de représenter la ville de Marseille, par exemple, ou la ville de Lyon. Du coup, ça devient un projet, mais avec les maires d'arrondissement qui prennent c'est eux qui ont la voix prépondérante. Plutôt que d'avoir un maire très costaud et qui doit gérer toute la ville de Lyon, ou toute la ville de Marseille, ou toute la ville de Paris, donc de façon plus ou moins dictatoriale. On voit bien à Paris, par exemple, comment ça se passe. Là, ce sont les maires d'arrondissement qui doivent délibérer et qui gèrent le projet ou la mission ville. Pareil pour les métropoles, avec un poids, par exemple, on voit bien Paris province, Paris et la banlieue, par exemple, il y a une forte opposition où les Parisiens ils font ce qu'ils veulent, ils se préoccupent absolument pas de tout ce qui les entoure quelque part. Et donc la notion justement avec les mairies d'arrondissement et les métropoles, c'est aussi une façon d'ajouter de la souplesse là-dedans. Les transports, par exemple, si au niveau régional, on veut, entre différents départements, faire une ligne de transport de train ou d'autres moyens, ça peut rentrer également là-dedans. Autre aspect complètement différent encore, le vouloir promouvoir une langue régionale, par exemple, ça peut être un projet que se donne un certain nombre de départements ou de communes, de dire, nous, département de Bretagne, on voudrait promouvoir la langue bretonne, on se regroupe sur cette mission-là, sur ce projet-là, voilà, etc., etc. Donc c'est des missions
avec un sujet à chaque fois, et on mène ce sujet en coopération. Et puis si sur un autre sujet, c'est un autre ensemble de communes, un autre ensemble de départements, on le fait de cette façon-là. Voilà. Autre principe et déclinaison très importante, et qui est justement quelque chose qui est justement négligé, et qui est il y a la démocratie, on dit oui, c'est le pouvoir du peuple, etc. Le pouvoir du peuple, oui, c'est vrai, c'est ça la démocratie. Sauf que, dans la réalité, le peuple n'est pas quelque chose d'uniforme. Le peuple, c'est pas quelque chose qui défend tous les mêmes intérêts. Il y a des groupements humains très importants qui sont différents et qui ne sont pas tout le peuple. Donc ces forces, elles doivent pouvoir s'exprimer. Parce que si elles ne peuvent pas s'exprimer, eh ben elles s'exprimeront quand même. C'est comme d'essayer de lutter contre le courant d'une rivière. Mettez un barrage, essayez d'empêcher la rivière de passer, essayez même un ruisseau, essayez de le passer, vous croyez, oh, il y a trois gouttes d'eau, et puis à un moment, il y a un fort orage, et là, il va tout emporter sur son passage. Si vous ne respectez pas les forces, si vous n'en tenez pas compte, si vous ne les canalisez pas, si vous ne leur réservez pas une place, eh bien, votre démocratie, elle ne va pas marcher. Elle va être renversée, il va y avoir un coup d'État, il va y avoir tout un tas de révoltes. On le vit en France, puisqu'on n'arrive jamais en France à avoir des relations sociales apaisées, puisque justement les forces sont niées, sont pas représentées, n'existent pas dans la République. Dire on rencontre les partenaires sociaux, mais ça c'est au bon vouloir du gouvernement ou des choses comme ça. Non. Il faut une représentation officielle des forces et de toutes les forces, que j'appelle. Et les forces, ce sont essentiellement les forces productives. Donc la mise en place, parce qu'elle résulte de ça, de la production évidemment. C'est pas sur les aspects périphériques que ces forces s'exercent et ont des moyens justement d'exercer leurs actions. Donc, chambre des forces productives, c'est une nouvelle chambre, complètement nouvelle, parmi lesquelles, donc dans la chambre des forces productives, il y a les citoyens français, et ces forces, la première des forces, c'est le patronat, donc qui constitue un tiers de la chambre des forces productives. Donc on voit bien que les patrons, c'est beaucoup moins qu'un tiers de la population. Mais l'idée de la représentation ici, c'est de représenter la force sociale que représente chacune de ces forces, justement. Le poids de chacune de ces forces dans la société. C'est pas le nombre là qui compte. Et donc on voit bien que le nombre pose problème. Ou alors ceux qui parlent du tirage au sort, on n'en parle même pas, quoi. Là, on aurait, c'est pas du tout représentatif du nombre de personnes. La force, les financiers, etc., ils ont une force beaucoup plus forte, donc ils doivent pouvoir s'exprimer, et par ce biais. Donc le patronat est une force majeure. Mais c'est aussi un patronat productif, évidemment, on est dans la chambre des forces productives. Donc, pareil pour le salariat, qui est un deuxième tiers de cette chambre des forces productives. Voilà. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de travailler de plus en plus en consensus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'affrontement. Il ne faut pas rêver non plus. Mais on crée un lieu, en tout cas, où on peut travailler ensemble et on peut avancer ensemble dans les trois quarts des choses, dans des choses même du quotidien, on va le voir. Autre force importante, les agriculteurs, qui font partie du troisième tiers, mais représentent la plus grosse partie de ce troisième tiers. Les agriculteurs, qui en nombre aussi, ne représentent pas beaucoup, mais la façon dont on produit les produits agricoles, on comprend bien que c'est très important. Aujourd'hui, on le voit bien avec tous les problèmes que l'on a de glyphosate, etc., de maltraitance animale, etc. Les agriculteurs représentent une force beaucoup plus importante que leur nombre absolu, puisque leur nombre a décru de façon considérable dans les dernières décennies. Après, on a tout un tas d'autres professions qui ont été choisies justement en fonction de leur poids et de leur importance dans la capacité à produire. On est vraiment dans la capacité à produire. Donc les indépendants, les travailleurs indépendants, les professions libérales, les financiers, la finance, ça compte aussi,
les artisans et commerçants, bien sûr, mais aussi les militaires. Parce que sans et actuellement ça n'existe pas du tout, hein, la représentation militaire n'est absolument pas présente dans nos institutions. C'est un grand manque. Les militaires, ils ont aussi leur mot à dire. Sans une sécurité nationale, ben, la production n'est pas possible. Hein. Faut quand même en être conscient. Hein. Les invasions barbares, ça existait et ça existe toujours. Hein. Si on l'a vu quand Saddam Hussein a envahi le Koweït il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Voilà la Chambre des forces productives qui est quand même quelque chose de très différent et de très novateur par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je ne vous explique pas que ça sort jamais d'une assemblée constituante. Hein. Jamais. Et pourtant, c'est fondamental. Surtout dans notre pays où on n'a pas de relations sociales apaisées. Et aujourd'hui, dans une situation où nous avons vu que nous devons gouverner la production. Si on veut sortir du modèle tout marché, il faut absolument qu'on ait une chambre des forces productives qui, justement, agissent sur le marché. Et qui est représentative. Alors, il y a aussi le gouvernement qui peut jouer, hein, qui, en dernier ressort, est celui qui va faire la loi. Mais la Chambre des forces productives a aussi une importance fondamentale dans ce domaine, avec le domaine du possible, et puis ce vers quoi on veut aller, en tenant compte justement de toutes ces forces qui composent notre société. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'est le rôle, comment ça fonctionne, cette Chambre des forces productives, c'est le lieu d'expression des forces, justement. Les lobbies y sont autorisés, puisque là, c'est même fait pour ça. Hein. L'idée, c'est ne pas nier les forces, mais au contraire, de les canaliser. En autorisant les lobbies dans la Chambre des forces productives, ça nous permet de les interdire de façon forte, donc de réprimer très fortement la corruption dans les autres chambres. Parce qu'on peut dire à ceux qui exercent la corruption, mais vous avez un lieu d'expression. Si vous voulez, par exemple, vous pensez que c'est mieux d'avoir du glyphosate pour x, y raison, bon, vous pouvez l'exprimer dans cette chambre des forces productives. C'est fait pour ça. Monsanto, etc. Vous avez une capacité à vous exprimer. Ça veut dire que comme on vous donne une capacité de vous exprimer dans une chambre officielle de la République, ça veut dire que dans les chambres où vous n'avez pas à vous exprimer, l'Assemblée nationale ou la Chambre constitutionnelle, toute malversation, toute corruption sera punie de façon drastique. Vous voyez, c'est très important. C'est pour ça que c'est important de dire ici c'est autorisé, parce que ça permet de l'interdire de façon forte dans les autres endroits. Parce que si vous les niez, les forces, eh bien, vous ne pouvez pas, vous n'avez plus de politique, quoi. Donc l'idée, c'est également de rechercher du consensus, d'avoir un peu des relations sociales apaisées dans ce pays. Donc l'articulation, on peut retrouver également là on voit bien que c'est pas une approche territoriale. Pourtant il y a aussi des approches territoriales, parce qu'il y a des bassins d'activité, des bassins d'emploi, des bassins industriels, d'agriculture, etc., de métiers. Donc il faudra trouver aussi une articulation avec ce qui existe aujourd'hui, comme les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, les chambres des métiers, etc. Également au niveau des syndicats d'entreprise, des syndicats locaux, comme les unions locales, les bourses du travail, et les syndicats nationaux. Donc il y a toute cette articulation-là aussi. On voit bien qu'on va retrouver des schémas qu'on a pu trouver par ailleurs, mais qui aujourd'hui n'existent pas du tout. Donc l'idée, c'est d'aller vers une gestion paritaire, et en particulier les organismes sociaux. Ça veut dire que la sécurité sociale, en particulier, passe sous la gestion, sous la responsabilité de ceux qui cotisent, hein, en clair, hein, parce que ceux qui sont là, les forces productives qui sont là, ce sont ceux qui cotisent quand même. Et puis, gouvernance, comme je disais, de la production nationale. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'on va contrôler la production locale, etc. Bon, après on pourrait l'envisager, mais après ça sera le jeu de la démocratie, de ces chambres, de le déterminer. Mais au moins au niveau de la production nationale, eh bien, on va pouvoir donner des directives et avoir un peu, on peut même imaginer une planification de la production nationale. Par exemple, pour produire des masques qui ne sont pas là, ou des respirateurs pour les gens qui sont en animation, des choses comme ça. Voilà la conséquence de ça, en disant, voilà,
on a une production nationale parce qu'on a des secteurs qui sont stratégiques, ou dans les domaines militaires, la production d'un certain nombre d'armes, par exemple, les armes de poing, où en France, on ne produit plus du tout d'armes de poing. C'est-à-dire, demain, il y a la guerre, on n'a plus d'armes. On n'a plus d'armes individuelles. On ne produit plus en France. Bon, ça a été quand même un petit peu révisé récemment, mais à un moment donné, ça a été, on était arrivé là, oui. C'est la même chose que pour les masques, etc. C'est quand même des sujets... Et puis, donc, son mécanisme d'action, c'est ils émettent des avis dans les domaines qui les concernent, évidemment, pas dans tous les domaines, mais dans les domaines dans lesquels ils sont concernés, ben, ils peuvent émettre des avis et faire également des propositions législatives qui, en dernière analyse, sont de toute façon, restent du ressort de l'Assemblée nationale, évidemment. Donc, en résumé, pour conclure cet exposé, donc le contexte, bah, c'est changer le système. C'est quand même ça le but, puisque on voit bien que c'est absolument indispensable et nécessaire aujourd'hui. Les lignes directrices, réalisme, changer le cœur du logiciel, donc pas juste un petit replâtrage ou un petit ripollinage, s'inscrire dans l'histoire, on ne va pas tout réinventer, hein. On n'est pas les premiers à être sur cette terre et on n'a pas la science infuse. S'appuyer justement sur les penseurs du passé et sur les expériences du passé, et sur ce qui est l'expérience de notre pays, de notre nation. Améliorer le fonctionnement de la démocratie, et tenir compte des forces et gouverner la production. Voilà les principes que nous avons, qui dirigent l'architecture de cette 6e République. Donc ces principes avec des déclinaisons, donc la mise en place dans le préambule de la Constitution des besoins du corps et de l'âme, qui sont le cahier des charges auquel doit répondre la République. Un socle, 3 piliers. Le socle, ce sont les citoyens français, de nationalité française. Donc. 3 piliers, action, contrôle, circuit court. Articulation locale, intermédiaire, nationale, et canalisation et expression possible des forces productives, gouvernance de la production. Voilà, expliquer en 2 mots l'architecture et ce qui sous-tend pourquoi il y a cette architecture qui est proposée et pourquoi ce n'est pas quelques petits ajustements à droite et à gauche comme pouvaient le proposer certains, comme Montebourg par exemple, ou des gens comme ça. Alors pour aller plus loin, je vous propose de visionner la vidéo Organisation générale de la 6e République, qui est disponible sur le site, qui va donc donner une autre approche par les institutions, justement, qui sont mises en place, et comment elles interagissent les unes avec les autres. Et puis, pour approfondir encore plus, quelle 6e République? Eh bien, épisode 1, ça commence par l'épisode 1, commencer par le local, donc où on parle notamment des communes, et là où on rentre beaucoup plus dans le détail, justement, de comment ça va fonctionner. Donc ça, il y en a un, c'est plus une vue d'ensemble, et là, on fait affaire, au fur et à mesure des épisodes, quelles sont les communes, comment ça fonctionne, le département, comment ça fonctionne, etc., et comment tout ça s'articule l'un avec l'autre. Et c'est disponible sur le site, bien entendu. Et il y aura les liens qui seront mis sur le site adossés à cette vidéo, bien sûr. Alors, pour aller plus loin, l'idée, bien sûr, c'est la rédaction de rédiger, parce que là, on est sur un principe, on est sur l'architecture, tout ça c'est posé, on est en train de faire, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour expliquer l'architecture, c'est que maintenant, on a une constitution à rédiger pour la 6e République, celle qu'on va proposer au peuple si nous sommes élus. Donc c'est important, et qu'on va proposer également aux maires pour aller recueillir leur parrainage en disant voilà la 6e République que l'on vous propose, est-ce que vous voulez parrainer notre candidature, notre candidat à la présidence de la République. Donc, pour ça, eh bien, il faut s'inscrire sur le site. Vous pouvez participer, tout à chacun peut participer à la rédaction de cette constitution. Il suffit de vous inscrire sur le site 1P6R.
Donc voilà l'adresse internet qui s'affiche là. Eh bien voilà, c'est un appel aux citoyens. Il est évidemment qu'on peut réclamer toujours plus de démocratie, mais si les citoyens ne sont pas actifs, ne sont pas volontaires, ne participent pas, il est bien évident que rien ne se passe. Et donc on peut toujours crier en disant démocratie, 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 mais la démocratie, il faut la faire vivre, et la faire vivre, ça veut dire participer. Au moment où il faut participer. Et là, c'est le bon moment pour le faire. La prochaine fois, nous allons poursuivre sur l'épisode 10, quelle 6ème République. Là, nous allons justement faire un focus sur justement la Chambre des forces productives. Bon, on en a déjà parlé aujourd'hui. On va développer un petit peu plus. Bon, pour l'essentiel, les grandes choses ont été dites aujourd'hui, puisque c'était un élément assez nouveau et assez important, très important de la 6ème République. Donc, on approfondira la semaine prochaine le sujet, la Chambre des forces productives, comment elle est composée, comment est-ce qu'elle fonctionne, et etc., etc. Voilà. Le mot de la fin, reprenons espoir. Bah oui, reprenons espoir, mais ça dépend de nous. Alors, Chronique des barbaries, alors, certainement pas le transhumanisme, parce que là, en fait, j'ai fait que le premier épisode, il y en a encore 2 à venir, mais j'ai pas eu le temps du tout d'y travailler. Là, vous avez compris que la priorité maintenant, c'est le manifeste sans les sentiments spirituels, qui m'occupe, croyez-moi, de façon considérable. Donc j'aurai pas le temps de creuser le sujet, le 2e volet du transhumanisme. Donc on verra ça certainement, pas avant le mois de février, c'est certain, vers fin février. Donc ça sera peut-être de nouveau un regard sur la semaine écoulée, et sur, il y a des choses à dire. Ce sera peut-être un numéro un peu plus court, comme je l'ai dit, hein. On aura peut-être des formats plus courts, voire des absences d'émissions, puisque l'idée c'est d'avoir d'autres vidéos de format plus court. Notamment, il y a une vidéo qui est sortie là, qui explique, pour les gens qui sont sur YouTube notamment, quelles sont les actions qui sont possibles sous forme d'une vidéo. Il y a d'autres vidéos qui ont été mises en place, celle de Didier par exemple, qui nous fait un témoignage tout à fait, comment dire, poignant, disons le mot, hein, et intéressant sur le fait qu'il faut effectivement se bouger, et que rien ne sera possible sinon. Sinon, nous allons devenir des sous-hommes. C'est ce qui est programmé. Il n'y a plus de place pour la démocratie au XXIe siècle. C'est ça, la réalité. Si nous continuons dans cette trajectoire, voilà le réel, comme le dit Achille Mbembe. Y a-t-il une place pour la démocratie au XXIe siècle? Et il pose la question pour répondre non, évidemment. Hein. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. On voit bien qu'il y a de moins en moins de démocratie. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire, à commander le manifeste émergence, à le lire. Je le relisais ce dimanche dernier. Vraiment, lisez-le, tout est dedans. Tout est expliqué sur la façon, c'est expliqué de façon très simple. Lisez-le, diffusez-le autour de vous, parce que c'est, pour reprendre espoir, c'est ce qu'il faut, ce sur quoi il faut s'appuyer. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à mercredi prochain, et puis à vendredi également. Allez, bonne soirée, au revoir.